Il y a des personnes qui n'aiment pas leur carrière actuellement. Et en ayant personnellement changé de carrière, on m'a souvent dit « j'ai du courage, j'ai aucune peur ». Et c'est faux. J'ai des peurs, j'ai des très grandes peurs, et je n'ai pas nécessairement eu besoin de courage pour changer de carrière. C'est une question de calcul, de priorité, de coût d'opportunité, de loi d'utilisation, de minimalisation du regret. Des choses que j'aimerais aborder dans cette vidéo pour vous donner non pas le courage, même si le titre de cette vidéo est différent, mais non pas le courage de changer de carrière, mais la clairvoyance de changer de carrière si vous en ressentez le besoin. Et statistiquement, il y a beaucoup de personnes, et même dans les messages par exemple que je peux recevoir, des personnes me disent qu'ils veulent changer de carrière. Moi, je ne suis pas là pour vous coacher sur votre carrière, peut-être davantage sur la santé et votre performance, qui sont d'ailleurs des piliers pour pouvoir par la suite changer de carrière, pour avoir la force de le faire. C'est quelque chose sur lequel je vais revenir. Donc je ne suis pas un coach de carrière, mais ayant walked the walk, donc ayant marché cette marche, je peux talk the talk, je peux parler de ça. Et cette vidéo aussi fera office de réponse à quelques commentaires qui demandaient pourquoi j'ai arrêté médecine en 9e année. Mais ça, j'en parlerai à la fin de la vidéo parce que juste ça me concerne moi, beaucoup moins vous, et donc on commence évidemment par vous. Donc, premier point, c'est une question de priorité, de calcul, pas de courage. Il y a, en fait, tout a un coût. Tout a un coût, et nous, malheureusement, et moi aussi dans mon esprit, on calcule très souvent en termes d'argent, en termes un peu de temps, ou d'énergie, donc le coût des choses, les ressources qui sont demandées par la réalisation d'une action ou la poursuite d'une carrière, mais on pense moins aux choses qui auraient été possibles si on n'avait pas fait la première chose en question. Je m'explique. Le coût d'opportunité, c'est tout simple. C'est que si tu es en train de faire quelque chose à un moment, ça veut dire que tu n'es pas en train de faire autre chose pendant ce même moment-là. Or, cette autre chose-là aurait pu t'apporter un retour sur investissement, pas forcément monétaire, ça peut être l'épanouissement personnel par exemple, un retour sur investissement qui aurait été bien plus grand. Ça peut être l'utilité pour les autres, ça peut être plein de choses ce retour sur investissement. Mais dans tous les cas, la notion de coût d'opportunité, elle est capitale pour pouvoir bien évaluer le fait qu'on est dans le bon chemin, sur le bon chemin, dans la bonne carrière ou non. Parce que l'une des pires choses, moi je l'ai pensé comme ça pour ma carrière et je vous invite à penser comme ça pour votre carrière également. L'une des pires choses qui puissent vous arriver, c'est vraiment de travailler super dur, encore plus quand c'est pour quelqu'un d'autre, mais on va revenir là-dessus, mais vous travaillez super dur à parfaire une compétence, à peaufiner une compétence, à devenir quelqu'un de bon dans une carrière qui en fait n'est pas la vôtre, dans une chose qui en fait, au fond, dans votre cœur, dans votre cerveau, esprit, ce n'est pas la vôtre, ce n'est pas votre chemin. Et ce que j'ai pu observer dans le domaine dans lequel j'étais, c'est que il y a des gens qui se sentent presque épanouis dans leur carrière, mais en fait parce qu'ils se sont convaincus eux-mêmes que c'était la chose qu'il leur fallait, que c'était la carrière qu'il leur fallait. Or, je pense que c'est en fait une forme de déni. Je pense que c'est une forme de déni, mais c'est pas c'est pas de la faute vraiment de ces personnes, c'est plus de la faute du système qui englobe cette carrière-là, qui fait croire aux gens qu'ils ne sont bons qu'à faire ça. Exemple, en médecine, quand tu choisis une spécialité, déjà, il y a aussi le concept d'aversion à la perte. C'est-à-dire que si tu travailles pendant 10 ans, 12 ans, 15 ans à travailler une compétence hyper spécifique,
exemple, tu deviens vraiment, tu ne sais quasiment plus que faire de la chirurgie de la cataracte. Et après, déjà, rien que changer de spécialité, c'est un scoop. Et si en plus tu changes de carrière, tu changes de domaine, tu changes d'industrie, ça paraît impossible. Alors que tu as des ressources incroyables, que sont ton corps, ton esprit, ta santé, ta performance, que tu pourrais mettre à profit pour d'autres choses qui auraient plus de sens, qui seraient plus alignées avec tes valeurs, qui seraient plus alignées avec ton besoin d'être utile. Sans dire que les chirurgiens de la cataracte ne sont pas utiles. Mais certains chirurgiens de la cataracte aimeraient peut-être faire d'autres choses. Et c'est pour ça que d'ailleurs, beaucoup de personnes ont des passions à côté, comme par exemple la photographie, la course à pied, ou quoi que ce soit. Mais je pense que l'objectif d'une vie est quand même de faire, et vous êtes d'accord avec ça, c'est quand même de faire de votre passion votre métier. Et non pas de vous convaincre que votre métier actuel est votre passion. Parce que ça, c'est chasser le naturel. Et il va revenir au galop. Mais des fois, il revient au galop à 45 ans, à 50 ans. Tout est toujours possible, même à 45, 50, 60 ans. Mais il y a un degré d'urgence que je vais introduire également, et notamment avec la loi de l'utilisation. Donc, premier point, coût d'opportunité. À chaque fois qu'on est en train de faire quelque chose, il faut savoir qu'on aurait pu être en train de faire autre chose qui est plus en accord avec nous-mêmes, éventuellement plus utile, qui répond plus à nos objectifs. Donc, coût d'opportunité. Deuxième point, minimalisation du regret. Je sais que par exemple, mais moi j'ai pas utilisé cet exemple précis dans ma tête pour me dire, pour me faire changer de carrière, mais je sais par exemple que Jeff Bezos, il avait un travail qui était bien payé, bonne position, je crois que c'était à New York, dans les années 90, peut-être 94, et pour lancer Amazon, déjà ça lui a coûté plus de 100 000 ou 150 000 dollars pour lancer Amazon, il y croyait à fond, et avant de lancer Amazon, il s'est dit, en fait, il a utilisé la minimalisation du regret. Il s'est simplement dit, laquelle des deux carrières me donnerait le plus de regrets? Et c'est simple, la question elle est très simple. Quelle est l'histoire en fait que vous aimeriez raconter dans 10, 20, 30, 50 ans? À vos enfants, à vos petits-enfants, à vos futurs petits-enfants, ou peu importe. Quelle est l'histoire que vous aimeriez raconter? Moi, je me suis dit, est-ce que l'histoire que je veux raconter, c'est j'ai été médecin dans un système qui ne me plaisait absolument pas, qui n'avait pas assez de sens pour moi, qui n'avait pas assez d'utilité directe pour les patients, pour moi, et je n'ai jamais eu la clairvoyance de tester d'autres choses, ou alors, autre option, qui peut se décomposer en deux possibilités, de raconter à ses petits-enfants, bon bah, j'ai été médecin, je me suis rendu compte que c'était pas mon truc, c'était pas ma voie, j'ai essayé, première option, j'ai essayé ça, ça n'a pas marché, et j'ai échoué, j'ai dû revenir en médecine. Déjà, rien que celle-là, je préfère la raconter. Et deuxième, évidemment, ça ne me plaisait pas, j'ai changé, et ça a marché. Ça a marché, j'étais plus en accord avec mes valeurs, j'étais plus libre, plus utile, plus épanoui. Donc ça, c'est la minimalisation du regret. Ces deux situations-là me confèrent beaucoup moins de regrets, même celle où j'échoue, que celle de j'ai pas essayé, j'ai suivi le troupeau pendant 40 ans, 50 ans, en me convainquant que c'était mon truc. Parce que oui, tu peux te convaincre que c'est ton truc en te disant que tu deviens super bon dans ce domaine-là. Parce que effectivement, si tu travailles des années et des années dedans, tu deviens super bon dans ce domaine. Mais si c'est le mauvais domaine, si c'est le mauvais domaine, mais c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Donc, deuxième point, minimalisation du regret. Il faut, je pense, choisir la voie qui nous procurera le moins de regrets possible. Parce que c'est ça la plus grande peur que j'ai. Au fond, c'est ça. C'est
les regrets. Les big regrets, les gros regrets. À la base, les regrets, c'est normal d'en avoir. Ça nous permet de retenir des leçons. Mais j'ai pas envie de retenir une leçon qui a pris 50 ans à être forgée. Ensuite, soyons plus concrets. Comment du coup changer de carrière? Alors, étape 0. Étape 0. Vous n'allez pas pouvoir changer de carrière si vous n'avez pas deux choses qui sont évidemment reliées. C'est numéro 1 votre santé et numéro 2 votre faculté de penser. Et c'est beaucoup trop facile, malheureusement aujourd'hui, de perdre ces deux choses-là. Je pensais l'autre jour en faisant des œufs au plat. La santé, en fait, je la vois, je vous invite à l'envisager comme ça. J'imagine la santé un peu comme un jaune d'œuf. Je ne sais pas si quand vous faites des œufs au plat, vous voyez le jaune d'œuf, il est beau, il est parfait, il est d'une rondeur absolue, et pourtant il est tout faible en fait, il est tout vulnérable. Il est si vulnérable ce jaune d'œuf. Et il suffit qu'il touche une petite coquille, il suffit que vous soyez un peu trop brusque avec, et il va y avoir un tout petit trou dans ce jaune d'œuf, et ce tout petit trou fait que c'est perdu. Le jaune d'œuf, il se déverse ensuite avec le blanc, et vous n'avez plus le jaune que vous vouliez avoir. Mais la santé, en fait, c'est ça. Il y a aujourd'hui, actuellement, des millions, voire des milliards de personnes. Certes, des fois, à cause de certaines contraintes qui font qu'ils n'ont pas le choix. Je pense notamment aux personnes qui habitent dans les pays les plus pauvres. Mais voilà, des millions, voire des milliards de personnes qui courent littéralement après l'argent, après leur carrière, qui peut être d'ailleurs la mauvaise, mais au détriment de leur santé. Alors que la solution est clairement de prendre un peu plus de temps s'il le faut, mais de ne pas casser ce jaune d'œuf. De prendre soin de sa santé. En étant salarié, en étant entrepreneur, peu importe. En étant coureur professionnel, en étant... toutes les carrières, de toute façon, toutes les vies toutes les vies accomplies nécessitent une bonne santé. Rien que pour avoir une bonne performance, rien que pour avoir de l'énergie. J'ai fait une vidéo, quand j'étais à la gare, avant de prendre mon train, sur le trait commun de toutes les personnes qu'on a retenues, sans que ce soit des exemples de personnes idéales, mais ça peut être des exemples de personnes qui ont accompli certaines choses. Alexandre le Grand, Napoléon, même si voilà, c'était des gens qu'on peut qualifier même peut-être de sanguinaires. Napoléon, effectivement, il a saigné la France. On a mis des générations à s'en remettre, après la terrible campagne de Russie. Mais dans tous les cas, toutes les personnes, et y compris les femmes, toutes les personnes qui ont accompli de grandes choses avaient un niveau d'énergie qui était magistral, ou en tout cas qui était largement supérieur à la moyenne. Et ce niveau d'énergie, vous ne pouvez pas l'avoir, je ne peux pas l'avoir, personne ne peut l'avoir si on n'a pas la santé. C'est absolument la base. Et non pas que tous nos ancêtres étaient en bien meilleure santé que nous, ils mouraient des fois à 40 ans de la tuberculose, ils mouraient des fois à 30 ans parce qu'ils se prenaient une flèche dans la poitrine, mais globalement, aujourd'hui, on vit très longtemps, mais donc chroniquement en santé moyenne. Parce qu'il y a des piliers qu'on ne respecte pas, dont je parle dans plein de vidéos, mais aussi, premier truc, parce que on se fait empoisonner. On se fait empoisonner, alors là, bon, ça va être direct dans la controverse, mais vous faites empoisonner lorsque vous fumez, lorsque vous mangez du sucre, lorsque vous buvez un Red Bull, ou toute boisson énergisante, lorsque vous mangez de la nourriture ultra transformée, lorsque vous êtes exposé à la lumière artificielle, et même à la salle de sport par exemple. Ce qui fait qu'à la salle de sport,
Si vous êtes sportif à la salle de sport, prenons par exemple les 6 mois d'hiver, bon, hiver, de température froide, en fait, vous ne voyez pas de lumière naturelle pendant toute la journée. La lumière artificielle est un poison. Et ça fait que derrière, vous n'avez pas la santé et la performance que vous méritez. Et la faculté de penser, qui y est reliée, et je vais juste en parler après. Autre poison, l'alcool. Neurotoxique direct. L'alcool est lipophile et hydrophile. C'est-à-dire que l'alcool ne discrimine absolument pas les cellules qu'il va voir. L'alcool va détruire vos hépatocytes, il va détruire votre flore bactérienne, et il va détruire vos neurones directs. Il traverse la barrière hémato-encéphalique, et il détruit les neurones. Et en premier, les connexions, les synapses au niveau du lobe frontal. Et ce lobe frontal, le cortex préfrontal, c'est ce qui vous permet de réfléchir, c'est ce qui vous permet d'avoir votre faculté de penser. C'est ce qui vous permet de planifier les choses, de dire « Ok, je vais faire ça, ça ». C'est une question de priorité, de changer de carrière. Eh bien, si vous êtes alcoolique, si vous êtes accro au fait de boire le vendredi soir, le samedi soir, ou juste un soir par semaine, mais de boire, vraiment de sortir et puis de se mettre une mine, ou juste même de boire au-delà de ce qui est recommandé, c'est-à-dire en vrai 0 alcool, eh bien dans ce cas-là, vous limitez largement vos chances de changer de carrière. Et il y a la notion comme quoi un verre de vin rouge est cardioprotecteur. Ce qui pourrait être démontré dans certaines études, comme quoi le risque, il fait un peu comme un U. Donc 0 verre de vin rouge, vous avez un risque cardiovasculaire comme ça. Ensuite, un verre de vin rouge quotidien, vous avez un risque cardiovasculaire qui est plus faible. Et ensuite, ça remonte à partir de 2 verres de vin rouge. Mais ça, à mon avis, c'est trop dangereux de s'appuyer là-dessus. Du résultat de juste cette étude, c'est trop dangereux de s'appuyer là-dessus. Parce que déjà, quand vous buvez du vin rouge, vous buvez des pesticides. Premier point. Et deuxième point, vous implémentez une habitude qui potentiellement va vous faire arriver après sur l'autre partie de la courbe. Donc vous allez naturellement, parce qu'on est tous des êtres humains drogués, vous allez vous dire, allez, 2 verres ou 3 verres. Et vous courez un plus grand risque que de ne pas boire d'alcool du tout. Bref, pas de poison. Mais je vais réfléchir à d'autres poisons dans la vie de tous les jours. C'est par exemple le fait de ne pas bouger du tout, de ne plus bouger, d'avoir... En fait, d'une certaine façon, votre voiture est un poison. Et aussi par le toit qui vous cache de la lumière naturelle. Alors que vous pourriez faire lier, en fait, activité physique, exposition à la lumière naturelle, une bonne hydratation parce que aussi quand vous faites une activité physique vous buvez beaucoup plus, vous êtes beaucoup plus connecté à votre corps et ça vous pourriez le faire en marchant le matin pour aller au travail, en y allant à vélo, malgré les risques que le vélo puisse apporter. Donc santé en premier et faculté de penser. Votre faculté de penser, elle est c'est la condition sine qua non au changement d'une carrière. C'est savoir discerner justement les opportunités. À partir du moment où vous laissez passer une vraie ou 2 vraies ou 3 vraies opportunités dans votre vie, vous savez ensuite les reconnaître. Et cette faculté de penser, cette faculté de discernement, elle se travaille, mais elle part d'une bonne santé. Et elle se travaille notamment par l'activité mentale. C'est l'un des piliers, l'un des fondamentaux que je recommande et que j'essaye de travailler au maximum. C'est l'activité mentale. C'est lire. L'activité mentale, c'est pas scroller. Évidemment, ça aussi, c'est un poison. Donc, activité mentale, c'est lire, c'est garder sa capacité de concentration sur plusieurs pages. C'est des choses toutes simples comme ça. C'est avoir des relations, des conversations enrichissantes qui vous gardent cette activité mentale, c'est jouer aux échecs, c'est tout ça. Cette activité mentale-là, lorsque vous faites quelque chose sans réfléchir dans une carrière
typique dans un travail typique, vous perdez cette activité mentale-là, même si vous pensez en avoir une, mais derrière, sans le travail de cette activité mentale-là, vous n'avez pas véritablement votre faculté de penser. Et vous n'avez pas véritablement la clairvoyance ensuite de peser le pour, le contre, de faire la minimalisation du regret, de calculer vite fait, d'estimer le coût d'opportunité. Donc, point numéro 0, santé plus faculté de penser. Point numéro 1, un peu d'urgence. Memento mori, évidemment. Personne, là vous regardez cette vidéo, personne parmi les personnes qui verront cette vidéo, et moi y compris, personne ne sortira d'ici vivant, de cette terre vivant. Ok, donc on va mourir. Et une loi qui est hyper importante, the law of use, la loi de l'utilisation. Si je me casse le bras, ou par exemple, non, si j'ai une disjonction acromio-claviculaire, si j'ai une luxation de l'épaule, et que derrière on met une attelle, quel est le véritable traitement derrière? En fait, c'est de ne pas garder l'attelle trop longtemps et de faire de la kinésithérapie. Ça veut dire que on veut éviter la capsulite rétractile. On veut éviter que l'articulation elle se fibrose et que derrière on perde l'amplitude de nos mouvements. Et ça, c'est la loi de l'utilisation. C'est-à-dire que ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Si je n'utilise pas mon bras, si je n'utilise pas mon épaule, je le perds. Et mais ça, dans la carrière, là, ça m'a vraiment aidé à faire mon choix. Parce que, quand tu es en train de faire un truc qui ne te ressemble finalement pas beaucoup, qui te prend de l'énergie, qui te prend du temps, donc coût d'opportunité, ça t'utilise cette énergie. Ça t'utilise cette énergie, mais cette énergie, du coup, tu ne l'utilises pas, pour la chose qui, à la base, t'est destinée. Et dans ce cas-là, si tu ne l'utilises pas, cette énergie, pour cette autre chose, ça veut dire que tu es en train de perdre ton énergie pour cette chose-là. Ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Donc, ce que je n'utilisais pas pour mes véritables objectifs, je savais qu'à terme, je ne pouvais pas compter dessus trop longtemps. C'est ça le truc parce que là aussi, quand vous changez de carrière, il y a plein de gens qui vous disent « Mais il vous reste pas beaucoup d'années, il te reste pas beaucoup d'années, continue, après ce sera mieux, après ce sera mieux, après ce sera mieux. » Ça, c'est la phrase qu'on va te dire tout le temps, surtout si tu es dans une carrière, entre guillemets, toute tracée. Et sauf que le véritable coup, c'est que tu vas utiliser ton énergie pour la mauvaise chose pour toi, et donc, tu es en train de perdre ton énergie et ton temps et ta vitalité, et tes meilleures années. Tu es en train de les perdre, et donc tu ne pourras plus les mettre au profit de l'autre chose qui te ressemble plus, et plus en accord avec tes valeurs, avec ta mission. Donc la loi de l'utilisation, elle est capitale. Ensuite, donc troisième point, mais voilà, donc là on a fait 0, santé plus faculté de penser. Numéro 1, un peu d'urgence, memento mori plus law of use, la loi d'utilisation. Numéro 2, comprendre un peu notre cerveau, juste un truc tout simple. Que en fait, Sigmund Freud en parle, mais c'est évident, on fuit le négatif pour aller vers le positif. On fuit la douleur pour aller vers la joie, vous le savez déjà. On fuit l'inaccomplissement pour aller vers l'accomplissement. On fuit le froid pour aller vers le chaud, plus ou moins. Eh bien, dans une carrière, personnellement, et vous aussi, mais bon, personnellement, qu'est-ce que j'ai fui? J'ai fui l'absence de sens au quotidien. J'ai fui l'absence de sentiment d'utilité. Non pas que je n'étais pas utile, mais je pouvais être utile dans d'autres choses. Plus utile dans d'autres choses. L'absence de reconnaissance. Alors oui, c'est vrai que, par exemple, dans mon cas, quand tu es médecin, et qu'on te pose la question, que tu le dis, les gens
vous reconnaissent socialement, instantanément. Mais au fond, c'est encore une histoire de poids des choses, le poids dans la balance. Cette reconnaissance-là de juste « Ah, vous êtes médecin », elle ne vaut pas beaucoup pour moi. Elle vaut beaucoup moins que la reconnaissance de « Mille merci, vous avez changé ma vie ». Et ce « Mille merci, vous avez changé ma vie », dans ma carrière que j'avais, je ne pouvais pas l'avoir. Quasiment pas. Je l'ai eu quelques fois, par exemple, parce que moi donc j'étais en anatomopathologie, donc je participais, je faisais le diagnostic des maladies, et notamment des maladies graves. Et des fois, ça m'est arrivé qu'un patient, en fait, appelle le téléphone que j'avais de mon travail pour me remercier du diagnostic, parce que ce patient avait eu accès au diagnostic et au nom de la personne qui avait fait le diagnostic. Mais c'est tellement rare. Donc absence de reconnaissance, mais aussi absence de reconnaissance possiblement par ses collègues, je sais pas, sa famille. Voilà, au final, on fuit l'absence de reconnaissance pour aller vers la reconnaissance. Et c'est normal, on est des êtres sociaux. Matthew Lieberman, un professeur de psychologie à Harvard, a écrit ce livre Social, qui dit en quoi on est littéralement branché en tant qu'être humain sur des ondes sociales. Si vous montrez par exemple une photo d'un paysage et une photo d'un visage d'une personne à un bébé, le bébé va regarder la photo du visage. On est branché sur des ondes sociales. Quand on rêve, par exemple, notamment les femmes rêvent beaucoup plus de conversation et de critique sociale. Et c'est marrant. Et quand on rêve très souvent à la première personne, mais il y a très souvent des personnages, d'autres personnes qui sont intégrées dans nos rêves. On rêve de personnes. Donc la reconnaissance, l'absence de reconnaissance pour aller vers la reconnaissance, c'est un point important. Mais voilà, de façon générale, comprendre et accepter, être d'accord que c'est les règles du jeu. C'est juste les règles du jeu. On est fait pour fuir le négatif, pour aller vers le positif. Autre point de négatif, l'absence d'alignement avec vos valeurs dans votre quotidien, dans le quotidien de votre carrière. L'absence de liberté. Liberté éventuellement géographique, liberté financière évidemment, liberté spirituelle, enfin liberté de penser. Moi j'ai ressenti ça. J'avais pas vraiment le droit de penser. Pas vraiment le droit, aussi je vais revenir quand je vais parler de spécifiquement pourquoi j'ai arrêté médecine. Et ça je peux comprendre que on empêche les médecins de créer véritablement, mais sauf que voilà, très difficile d'exprimer sa créativité, que tout le monde a, certains plus que d'autres, mais très difficile d'exprimer sa créativité quand on est en médecine. Et aussi, l'absence du sentiment de se sentir bon dans ce qu'on fait. Moi, je vous avoue, des fois, ça m'est arrivé de me dire, je suis en train, comme c'est pas la bonne chose pour moi, je suis pas en train de devenir bon. Parce que au fond, du coup, je n'ai même plus la flamme, je n'ai même plus la motivation de devenir bon dans cette voie-là. Et à partir de ce moment-là, mais du coup, ça devient juste de la survie, ça devient juste un compte à rebours avant la retraite. Et je veux pas que les personnes qui sont sur cette chaîne voient la vie comme ça. Tout le monde, vous méritez beaucoup, 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 beaucoup plus. On a une physiologie incroyable. Et on ne l'utilise plus. On a un cerveau incroyable. Et on l'utilise à 0,1% quand on est dans la mauvaise carrière qui n'a pas de sens, qui n'a pas de... Voilà. Vous avez compris. Donc on fuit le négatif pour aller vers le positif. Ok, donc là j'étais sur le négatif, mais le positif, c'est le positif de tout ça. Donc on recherche quelque chose qui a beaucoup plus de sens, qui donne beaucoup plus de reconnaissance, plus de liberté, plus d'utilité, plus d'alignement avec nos valeurs, avec qui on est. Et comme ça, après, c'est comme une session de surf sur la vague. Mais attention, pour surfer, il faut être en bonne forme physique, il faut être en bonne forme mentale. Si on a trop peur, si
on n'arrive pas à véritablement tenir debout sur notre planche de surf, on se noie dans les vagues. Mais sauf que c'est, à mon avis, pas si difficile. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être l'expert dans 1000 choses pour changer de carrière. Ou l'experte dans 1000 choses pour changer de carrière. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas parfait, je ne suis pas parfait, personne n'est parfait. Il n'y a pas besoin d'être parfait pour réussir dans une autre carrière. Il suffit juste d'abord d'y croire. Donc, 0, santé plus faculté de penser. 1, un peu d'urgence. Memento mori, la loi d'utilisation. Ce que vous n'utilisez pas, vous le perdez. 2, comprendre et accepter notre esprit que, ok, des fois il y a des choses qui sont négatives, bah moi je les fuis. Et les choses qui sont positives, bah j'y vais. Et la troisième, c'est concrètement, du coup, vers quoi est-ce qu'on se dirige? Et là, il y a deux choses que j'aimerais dire. C'est premièrement, le bon domaine, la bonne industrie. Et deuxièmement, vos forces, votre super pouvoir. Alors, exploiter son super pouvoir, je vais revenir dessus, mais exploiter son super pouvoir, exploiter ses forces dans un domaine qui n'est vraiment pas le bon, ça sert à rien. Donc il faut d'abord quand même bien choisir son domaine. Je vais prendre ce que je connais, mon exemple. Il y a différents quand même domaines de carrière. Évidemment, numéro 1, santé. Mais du coup, santé aussi, ça va avec la performance, ça va avec la nature. Donc santé. Évidemment ensuite, c'est comme l'horoscope. Il y a argent. Vous pouvez aider tout simplement, pas les gens à être en meilleure santé, mais vous pouvez aider les gens à gagner plus d'argent. Dans l'horoscope, il y a aussi l'amour. Donc, c'est aussi, vous pouvez aider les gens à avoir plus d'amour. Même si tout est lié, mais voilà, vous pouvez aider les gens à avoir plus d'amour, vous pouvez aider les gens à avoir de meilleures relations sociales, bref, c'est le côté vraiment social. Et je pense que le quatrième, c'est un point plus spirituel, plus sur l'épanouissement personnel, plus sur le bonheur. Donc ça, c'est vraiment les 4 grands domaines. Et faut juste choisir. En fait, c'est ça le truc, il faut juste choisir. Et parce qu'après, faut pas s'en mêler les pinceaux. Si vous en mêlez les pinceaux, vous n'êtes expert de rien du tout. Et c'est, je pense même, entre guillemets, arrogant, même si je suis une personne que d'autres personnes peuvent juger comme arrogante, mais c'est arrogant, c'est prétentieux de penser que vous allez pouvoir être super bon dans la santé, plus super bon dans l'argent, plus super bon dans les relations sociales, plus super bon dans l'épanouissement personnel, la spiritualité, même si c'est relié. Mais il faut choisir un truc. Et ça encore, on choisit que le domaine. Et ensuite, il faut rentrer dans quelque chose de beaucoup plus spécifique. Et ça, le fait de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus spécifique, donc d'aller plus loin que le domaine, mais d'aller vraiment dans, si je puis dire, vraiment une zone de génie, mais ça, c'est le super pouvoir. Et ça, c'est capital. D'ailleurs, je me souviens, j'étais allé à une conférence en novembre et j'avais rencontré une personne qui a super bien réussi sa vie. Il a 40 ans, il a super bien réussi sa vie dans l'immobilier, ils ont plus de 300 employés, etc. Et on discutait, et j'étais avec un ami, et alors je sais plus si c'est mon ami ou bref une autre personne, mais qui lui a posé la question de, en gros, pour changer de carrière, qu'est-ce que je fais? Et il lui avait dit, mais c'est quoi ta zone de génie? Première question. Mais c'est ça en fait. Donc on est en train de parler de ça, du super pouvoir, de votre zone de génie, de vos forces. Peter Drucker, dans Managing Oneself, il te le dit, build on strength, construis sur tes forces. Ne va pas construire pour changer de carrière. Tu as beaucoup plus de chances de réussir et de prendre du plaisir à le faire si tu construis sur les choses que tu connais déjà un peu. Enfin, voire que tu connais déjà bien. Mais juste, tu changes la façon de le faire. Tu changes les personnes avec qui tu le fais. Et donc, cette zone de génie, comment la trouver? Ce super pouvoir, comment le trouver? Le numéro 1 auquel je pense, c'est les compliments des gens à ton égard pour ce truc-là. C'est les demandes d'aide des gens
donc, qui te sont destinées, ces demandes, pour résoudre un problème. Par exemple, ah purée, t'es vraiment super bricoleur, tu pourrais m'aider à faire ça. Voilà, des gens qui te demandent des conseils, des gens qui te posent des questions, ou des gens qui te complimentent sur différentes choses. Ouah, tu cuisines super bien. Ouah, t'as un super joli sourire. Ouah, t'es trop fort en sport. Ouah, tu connais tellement de choses, t'as lu tellement de livres. Ouah, t'as des ongles magnifiques. Vraiment des trucs comme ça, des compliments. Et ça te permet d'identifier un peu ton super pouvoir. Parce que très souvent, on pense être bon dans une chose, alors qu'en vrai, on est bon plus dans d'autres choses. On se trompe souvent là-dessus. D'où l'importance d'avoir sa faculté de penser. Donc, premièrement, les compliments des gens, les questions des gens. Mais aussi, l'environnement dans lequel donc deuxième point, l'environnement dans lequel tu as évolué pendant des années. Moi, bien sûr, je reste dans ce qui, déjà en fait, c'est tellement une conviction qui est ancrée en moi, une passion, une obsession qui est ancrée en moi, qui est celle de la santé. Parce qu'une fois qu'on est sur le point de perdre la santé, une fois, 2 fois, même 3 fois, on comprend à quel point ce jaune d'œuf, c'est trop important de le garder parfait, presque parfait. Et donc pour moi, la santé, mais c'est la plus grande richesse qu'on puisse avoir. Pas de santé égale pas de vie. Donc, forcément, la santé est mon super pouvoir, d'une certaine façon. Mais ensuite, bon, il faut aller plus en détail dans quelque chose. Mais c'est la santé pour moi. C'est la performance pour moi. Et pour vous, ça peut être autre chose. Mais donc, le deuxième point, c'est réfléchir à votre ancienne carrière, réfléchir à votre environnement, que pendant des années, vous avez travaillé quelque chose quand même. Et donc, il suffit juste de changer cette chose. Bref, moi, par exemple, pendant 9 années, j'ai été en médecine, donc j'ai appris la physiologie, j'ai appris les pathologies, j'ai appris plein de trucs. Donc forcément, c'est un pouvoir que j'ai. Et vous avez différents pouvoirs. J'ai d'autres pouvoirs, mais c'est un gros pouvoir que je ne peux pas négliger et sur lequel j'ai construit. Si vous regardez ma chaîne, c'est sur la santé, c'est sur la performance. C'est des choses qui me sont extrêmement à cœur. Et en plus, finalement, même si j'ai appris des trucs qui servaient à rien, comme le poids moléculaire des immunoglobulines, globalement, j'ai mon esprit qui est branché sur la santé et la performance. Et sur la nature. C'est lié. Donc, votre ancienne carrière et votre environnement. Votre environnement peut être carrément même les parents avec qui vous avez grandi. Quel était leur métier? Ça peut être le vocabulaire que vous avez entendu pendant des années parce que vous avez été en relation avec une personne qui vous décrivait, qui vous racontait des histoires tout le temps sur son domaine à lui. Donc vraiment, le concept de réfléchir à son super pouvoir et ensuite de se lancer dedans. Et donc ça, c'est le 4e point. Donc 0, santé plus faculté de penser. 1, memento mori plus the law of use. 2, fuir le négatif pour aller vers le positif, c'est ok. 3, trouver son super pouvoir. Et 4, faire la transition. Et la transition, je veux pas que cette vidéo ce soit la vidéo qui fait ok, Loïs il m'a dit de changer de carrière, parce que les gens prennent à l'extrême ce qu'on dit. Loïs il m'a dit de changer de carrière, ça y est, je viens de terminer la vidéo, j'envoie ma lettre de démission. Ça peut être la bonne solution pour certaines personnes, ça peut être la très mauvaise solution pour d'autres personnes. Il s'agit de faire une transition. Et la transition dans la nature, il y a différents timings. Des fois, c'est hyper brutal la transition. Des fois, les dinosaures, ils disparaissent en 2 secondes. Enfin, en pas longtemps. Et des fois, ça prend du temps. Et très souvent, d'ailleurs, ça prend du temps. Et il vaut mieux que ça prenne du temps et que vous gardiez votre santé. S'il vous plaît, retenez ça, c'est hyper important. Il vaut mieux que ça prenne du temps et que vous gardiez votre santé, plutôt que vous fassiez ça trop rapidement, à l'arrache, et que vous détruisiez votre santé, et que vous soyez super stressé, etc. Donc il s'agit quand même d'avoir les bonnes conditions, mais aussi un danger chronique auquel on est hyper exposé et auquel
on est hyper en proie, c'est la procrastination, c'est le fait d'attendre les conditions idéales. Ça n'arrivera pas. Il y a un moment où il faut quand même commencer. Mais il faut commencer petit, c'est juste ça la bonne transition, c'est juste de commencer petit, et je vais venir là-dessus. Mais voilà, de pas se dire oui, j'attends qu'un tel soit d'accord avec ça, j'attends parce que ça, je l'entends. Ça, c'est En fait, il y a pas mal de gens qui veulent changer de carrière et qui, par exemple, me disent j'attends la décision d'un tel, j'attends l'accord d'un tel. Non, c'est pas comme ça que ça marche quand même. C'est vous qui devez être d'accord avec vous-même. C'est vous qui devez être d'accord avec vous-même, c'est vous qui décidez. Et un peu comme le dit Arnold Schwarzenegger, break the rules, not the law. Donc, casse un peu les règles, casse pas la loi, ok? Donc, tu restes dans la légalité, mais casse un peu les règles. Si tu casses pas un petit peu les règles, Léonard de Vinci, il a cassé les règles. Galilée, il a cassé les règles. Newton, il a cassé les règles. Newton, il avait un esprit de compétition de fou. Et c'est ce qui l'avait motivé justement à apprendre plein d'autres trucs, parce que l'un de ses camarades de classe l'avait humilié, je crois, à l'école en gros. Donc, la transition. La transition, il ne faut pas être un kamikaze, il ne faut pas quitter son travail demain, probablement, et encore, il y a certaines personnes qui devraient peut-être le faire, mais globalement, je ne vous dis pas de faire ça, mais de faire une transition plus douce, mais sûre, quand même, une transition franche, maîtrisée, mais pas trop abrupte. Et cette transition, évidemment, c'est le side hustle. C'est la petite activité que vous allez avoir à côté, petit à petit. Et je vais parler d'un effet bénéfique d'avoir un side hustle à côté de votre travail. Le plus gros pour moi, le plus gros point positif de ça, c'est que ça nous réapprend la discipline. Ça nous réapprend... Alors déjà c'est facile de travailler sur son side hustle parce que c'est son super pouvoir, c'est sa passion. Mais ça nécessite des ressources, et ces ressources, vous allez les avoir seulement grâce à votre discipline. Parce que ça demande de la discipline, de se lever plus tôt le matin pour aller... Donc là, concrètement, quelques conseils peut-être. Un side hustle, il faut se payer en premier. Un side hustle, vous devez travailler sur votre side hustle, je pense, au moment où vous vous sentez bien. Et le moment où vous vous sentez bien, en général, c'est quand même au réveil. C'est pas après avoir eu tous les problèmes de la journée au travail. Donc, même si c'est travailler seulement 1 heure, mais 1 heure avant son emploi, 1 heure, ou alors toute la journée du samedi, toute la journée du dimanche, mais bref, quand vous vous sentez bien. Donc, le side hustle, il faut avoir de l'énergie pour travailler dessus, et ça nécessite le fait de aussi respecter les piliers, les fondamentaux dont je vous parle tout le temps. Rythme naturel, alimentation, hydratation, donc tout ça c'est de la discipline. Activité physique et mentale. Amour, être un minimum entouré. Et bien sûr, avoir le but dans sa vie, le principe directeur. Et sur le side hustle, j'aimerais poser l'accent sur les rythmes naturels et sur l'activité physique. Parce que je pense que c'est pour moi ce qui a le plus marché. Parce qu'en fait, c'est ce qui vous donne de l'énergie. C'est ce qui vous donne la faculté de penser. C'est l'effort maximal, donc avec l'activité physique, et idéalement avec la lumière naturelle. Parce que là, du coup, vous avez tout ce qu'il vous faut pour un side hustle dans lequel vous mettez votre passion, votre drive. Et pour que la transition se passe bien, il faut éviter la suranalyse. Keep it simple stupid. Keep it simple stupid, c'est ok. On arrête Instagram, on arrête TikTok, on pose son téléphone très loin, on s'assoit et on se dit je suis bon dans quoi? Les gens ils disent que je suis bon dans quoi? Ok, je suis bon là-dedans. Comment est-ce que je pourrais faire pour aider d'autres personnes à accomplir leurs objectifs dans ce domaine-là? Keep it simple stupid. Et choisissez un truc. Moi, il se trouve que à la base, c'est quand j'ai compris, en fait c'est venu de la curiosité, il faut toujours rester curieux, mais c'est quand j'ai compris, déjà instinctivement, puis ensuite scientifiquement, l'impact de la lumière bleue artificielle sur ma vie, sur mes yeux, sur ma neuroscience, sur mes hormones, sur mes mitochondries, sur ma dopamine, sur tellement de choses, sur mon rythme circadien.
Quand j'ai compris qu'en fait la lumière bleue artificielle, c'était une invention hyper énergétique, et que ça déréglait tout mon corps, et quand j'ai compris qu'existaient effectivement des lunettes anti-lumière bleue, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et donc, après j'ai choisi le truc, et même si du coup c'était un side hustle au début, j'ai choisi ce truc, et je me suis tenu à ça. Et ça, c'est hyper important de garder la chose simple, stupide. J'ai un petit peu tergiversé, mais j'ai pas tergiversé sur 1000 sujets. Et aussi, c'était dans ma zone de compétence. Même si l'optique à la base n'est pas ma zone de compétence, mais j'avais quand même un petit peu travaillé de l'optique en médecine, je me souvenais un petit peu des lentilles convergentes, lentilles divergentes des cours de lycée, etc. Et juste que, à part, on va dire, cette faiblesse dans l'optique, globalement, le fonctionnement, la physiologie, l'impact de la lumière, l'impact positif de la lumière naturelle sur ma vie et l'impact négatif de la lumière bleue artificielle, après le coucher du soleil surtout, sur ma vie, ça a été très facile de la comprendre dans les études scientifiques. Ou alors d'écouter des podcasts aussi, ou d'écouter des professeurs sur le sujet. Ça a été très facile parce que j'étais déjà dans ma zone de force, qui est le fonctionnement du corps humain, le fonctionnement de l'esprit, les hormones. Donc quand tu lis un truc, t'as pas besoin d'aller chercher pendant 20 ans, et aussi de ne pas être sûr de toi sur quelques définitions, sur quelques notions hyper importantes, pour être ton génie dans ce domaine-là. Et ensuite, keep it simple, stupid, j'ai gardé ça. Et après, en gardant ça, c'est avec la répétition que vient la maîtrise, évidemment. Et en étant... La répétition, c'est la clé pour être expert. Et donc, aujourd'hui, ce qui se passe beaucoup, c'est ouais, j'ai essayé ça pendant 10 jours, ça n'a pas marché, j'ai changé. J'ai essayé ça pendant 20 ans, enfin, pardon, pendant 20 jours, ça n'a pas marché. Or, ça s'appelle évidemment le syndrome de l'objet brillant. Et Michael Jordan, il avait choisi le basket. Kobe Bryant, ils ont choisi le basket en se disant c'est ça que je veux faire. J'ai des capacités athlétiques, je suis assez grand, donc ils construisent sur leur force, et ensuite ils y vont à fond. Et c'est des sacrifices. Donc c'est de la discipline. Mais cette discipline, c'est votre meilleur allié. Parce que cette discipline-là que vous avez dans votre side hustle-là, elle se ressent partout dans toutes les autres sphères de votre vie. Alors que si vous n'êtes pas discipliné parce que vous avez été dans une carrière qui n'était pas la vôtre, elle impacte, là je pense en premier à votre santé. Elle impacte en premier lieu votre santé, mais aussi vos relations, etc. Mais elle impacte tellement votre santé parce que du coup vous n'avez pas la discipline, même rien que sur le plan de l'activité physique ou sur le plan alimentaire, de vous respecter. Pour moi, la discipline, c'est deux choses. C'est en premier se respecter, mais en même temps aussi savoir sortir de sa zone de confort. Et la chose la plus difficile, c'est de trouver le curseur. Mais que globalement, les gens aujourd'hui, en fait, ne font ni l'un ni l'autre. Ils pensent se respecter, mais en fait, ils ne respectent pas leur santé. Et comme ils n'ont pas la santé, ils ne peuvent pas sortir de leur zone de confort. Leur santé et leur faculté de penser d'ailleurs. Voilà. Donc, je résume, et après, je vais vraiment répondre à la question de pourquoi j'ai arrêté ma formation de médecin. Je résume. Donc, premièrement, le coût d'opportunité. Comprendre que quand on fait une chose, on n'est pas en train d'en faire une autre. Deuxièmement, la minimalisation du regret. Comprendre que il y a des choses qui vous donneront des regrets ici, il y a des choses qui vous donneront des regrets ici. Et que la chose toute simple, c'est de choisir la chose qui vous donnera ces regrets ici. Quelle histoire est-ce que vous préférez raconter dans 10, 20, 50 ans? Et ensuite, comment? Comment? Commencer par la santé. Garder une santé de fer. Garder sa faculté de penser. Ensuite, comprendre l'entropie. Notre corps est en décadence constante. Notre corps est en décadence constante. La physiologie d'un petit bébé, elle est bien meilleure que ma physiologie, votre physiologie. Même si c'est pas les mêmes capacités immunitaires et tout, je suis d'accord.
mais qu'en gros, vous voyez le visage d'un bébé, c'est parfait. Alors que moi, avec mon nez cassé, c'est pas parfait. Donc, l'urgence. Mais urgence patiente, ok? Pas urgence kamikaze. Ensuite, comprendre juste cet aspect neuropsychologique, neuroscientifique très simple, que le négatif, on l'aime pas, le positif, on va vers ce positif. Mais parce qu'il y a des gens qui, du coup, juste quand même, parce qu'il y a des gens qui, le négatif, ils l'interprètent comme du positif. Ils se convainquent que c'est du positif, alors que non. Oui, mais je suis quand même libre, j'ai X semaines de vacances. Non, c'est pas de la liberté. Si t'as besoin de, d'ailleurs, si t'as besoin de vacances, c'est que t'es pas dans le bon domaine. Ensuite, le 3, construire sur ses forces. Ça veut pas dire que vous pouvez pas devenir, je connais quelqu'un par exemple, qui est un super bon ébéniste, alors qu'il était banquier à la base, mais d'une certaine façon, je pense qu'il a quand même construit sur ses forces parce qu'il était passionné du bois. Mais passionné. Et du coup, il est super bon. Mais voilà, globalement, vous avez un super pouvoir. Et ce super pouvoir, il faut savoir l'identifier, il faut l'analyser. Et ensuite, keep it simple stupid. Parce que probablement, même si vous analysez bien, vous avez plusieurs super pouvoirs. Mais il faut choisir celui qui a le plus de valeur aussi auprès des autres. Donc vraiment le bon domaine, qui a le plus de valeur. Mais gardez les choses simples. Et la transition, c'est le side hustle. C'est le samedi, le dimanche. C'est pendant vos jours de congé. C'est passer à 80-80% ou 60% pour avoir plus de temps. Votre temps vaut beaucoup plus que l'argent que vous allez gagner par votre travail. Voilà. Ensuite, pourquoi j'ai arrêté du coup ma formation de médecin donc j'étais en anatomopathologie et que j'ai arrêté après 8 années et demie, donc pendant ma 9e année. C'est un vaste sujet. Je réfléchis parce que j'ai envie d'aller aux toilettes, mais je vais quand même décrire ça. Donc, j'ai arrêté médecine en premier parce que je pense qu'il y a un véritable problème sociétal. C'est que la médecine, elle est aujourd'hui symptomatique et que la médecine n'est pas gérée par les médecins, la médecine n'est pas gérée par le gouvernement, le soin des gens n'est pas géré par le ministre de la Santé, le soin des gens est géré par des gens qui ont intérêt à ce que les gens soient pas en super santé et consommateurs de soins. La médecine est symptomatique. On va identifier beaucoup plus de maladies, on a des techniques super bonnes pour dire vous êtes malade de ça, et ensuite pour leur dire la solution c'est ça coûte tant, d'ailleurs en France c'est la société qui paye, donc tout le monde qui paye et du coup ça amène tout le monde à être tiré vers le bas. Mais bref, au lieu de traiter la cause, au lieu de s'axer sur les choses qui marchent vraiment comme la prévention, donc l'absence de problème, on va s'axer sur des choses qui coûtent énormément d'argent et qui profitent toujours aux mêmes personnes, mais énormément d'argent, je parle de centaines de milliers d'euros pour une seule molécule. Et que ces choses-là n'ont ni l'efficacité, ni le taux de risque de l'absence de problème, de la prévention, des fois des remèdes naturels également. Sans me transformer en naturopathe, ce que je ne suis pas, mais la nature rit en dernier. La nature, c'est une vérité, c'est une règle du jeu qu'on n'a pas le droit de nier. Et la médecine d'aujourd'hui, en plus d'être symptomatique, est aussi extrêmement technique. Extrêmement technique au point d'en oublier l'humain. Et donc c'est mon deuxième point, c'est que je pense que la médecine d'aujourd'hui, elle est déshumanisée. Elle est déshumanisée pour le patient, c'est un numéro, c'est 5 minutes, 10 minutes de consultation, c'est un changement de paire de lunettes chez l'ophtalmo, de façon industrielle des fois. Il y a des super bons ophtalmos, en fait c'est comme tout, mais voilà, il y a des super bons médecins que je respecte énormément, et il y a des médecins moins bons, et il y a des médecins moins humains. Et il y a des médecins qui lisent pas forcément toutes les études pertinentes avant de donner leur avis sur quelque chose. C'est partout pareil. Et ça, aucunement envie de le changer. En fait, j'ai identifié que j'étais dans un système qui ne me convenait pas, tout simplement.
Donc pour moi, la médecine est déshumanisée aujourd'hui. Les patients attendent énormément de temps aux urgences. Les patients ne sont pas véritablement bien soignés. Quand ils sont soignés aux urgences, ils sont soignés par des externes qui sont épuisés parce qu'ils ont fait 24 heures de garde. Des externes qui s'entendent dire que les chefs de clinique, les chefs de service, eux, ne se plaignaient pas quand ils faisaient 24 heures de garde, 24 heures de garde et que par la suite, ils continuaient à travailler. Vous trouvez pas ça paradoxal? Moi, je trouve ça hyper paradoxal que le métier le plus humain de la Terre en théorie, ou l'un des plus humains de la Terre, et aussi l'un des plus qui a à cœur la santé des gens, ne respecte ni l'humanité des soignants et des patients, et ni la santé des soignants et des patients, mais la santé des soignants aussi. Les soignants vont mal. Statistiquement, les soignants vont mal. J'ai énormément de respect pour le courage, pour l'abnégation des infirmières, des aides-soignantes, des infirmiers, des aides-soignants, des médecins, des internes en médecine, de tous les soignants. Et moi, c'était l'un de mes objectifs, d'être utile dans la santé médicale classique. Mais au final, je me suis rendu compte que le système n'était tellement pas adapté à ce que j'imaginais comme carrière qu'il valait mieux que je change de carrière. Un autre point que j'ai déjà abordé, c'est que quand on est médecin, quand on est soignant, il y a zéro place pour la créativité, c'est que des protocoles. C'est très bien, comme ça, les patients sont soi-disant bien soignés. Mais ça crée beaucoup d'autres problèmes aussi. Et aussi, un truc tout simple, alors là c'est plus sur la créativité, mais c'est sur le sens des priorités. Très souvent, on confondait, dans mon domaine en tout cas, dans ma carrière, on confondait des problèmes qui valent 1 sur 10 avec des problèmes qui valent 9 sur 10. Le problème qui vaut 9 sur 10 dans ma spécialité, c'était que le patient ait un bon diagnostic. Ça, c'est un problème, c'est le truc sur lequel il faut se focus. Et sauf que le temps que tu vas passer sur ce problème à 9 sur 10, c'est pas 90% de ton temps. Des fois, ça va super vite et tu vas passer beaucoup plus de temps à réparer un logiciel, à perdre du temps sur un logiciel qui marche pas, à perdre du temps sur un logiciel qui va te faire perdre tout ton compte rendu de diagnostic pour zéro raison, et qu'au lieu de fixer ce problème-là, et ben en fait tu dois te rappeler de tous les détails médico-légaux d'ailleurs en plus, hyper important pour la vie du patient, tu dois te rappeler de tout ça, et tu perds un temps incroyable que tu vas compenser uniquement par ton dévouement absolu. J'ai pas envie de raconter vraiment tout donc sur les horaires que les médecins font et tout, mais globalement, tu te dévoues corps et âme pour que le patient soit quand même bien soigné alors que le système ne marche pas. Et à un moment, tu perds ta santé, tu perds ton énergie, tu perds ta performance, tu perds ta faculté de penser. Et il y a un moment, c'est trop. Donc, absence de possibilité d'exprimer sa créativité. Je comprends que là, on peut me dire dans les commentaires, oui mais Loïs, tu t'attends à quoi à dessiner des poneys roses sur le diagnostic des patients? Non. Mais quand même, la créativité, ça peut être le sens de l'amélioration, l'ouverture sur des suggestions. Non, c'est impossible. C'est carré, tac, tu rentres ou tu rentres pas dans le moule. Et ensuite, le point le plus important, le dernier point. Et évidemment, il y a plein d'autres choses qui ont fait que, au-delà de ça, parce que, voilà, avant de vous parler du dernier point, c'est quand même que mes fondamentaux n'étaient pas respectés. Et ça, c'était plus instinctif. Mais que, au final, voilà, j'étais dans un laboratoire, et puis de toute façon, que l'on soit dans un laboratoire ou non, on est tout le temps devant les écrans, on n'est pas tant que ça devant les patients, même des médecins qui ont une activité clinique passent énormément de temps sur l'ordinateur, ils passent beaucoup plus de temps à regarder un écran qu'à regarder le patient. Et surtout, ils sont à l'abri total de la lumière naturelle pendant la journée. Et voire même, ils ne respectent pas leur rythme circadien, et c'est pas de leur faute, mais voilà, en faisant des gardes pendant 24 heures, ou en travaillant la nuit. Et donc, je ne respectais pas mes piliers.
Et au final, je m'échappais littéralement pendant le week-end pour rétablir ça. Et qu'est-ce qui se passe quand tu t'échappes le week-end pour rétablir ça? Moi, ce que je faisais, c'est que je faisais des sorties de vélo pendant 7 heures, 8 heures, j'allais me perdre, littéralement. Mais c'est pas naturel. J'étais dans la fuite. J'étais pas dans la construction. Et les seules fois où j'ai eu des coups de soleil, c'était comme ça. C'était au mois de mai, le soleil revient, et puis avec mes mitochondries, et puis ma mélanine, et puis mes cellules qui n'étaient pas du tout en bonne santé, je sortais au soleil, et pendant 4 heures, 5 heures, et évidemment après je revenais avec des coups de soleil énormes sur les bras. Donc je ne respectais juste pas ma nature, en fait. Alors qu'on essaye de te convaincre que tu respectes ta nature. Et par exemple, autre pilier qui n'est pas respecté, c'est l'alimentation. Tu vas dans un self, dans un hôpital. Bon, il y a différents modes d'exercice de la médecine, mais tu vas dans un self, dans un hôpital. Je me souviens par exemple de la période du Covid 2020 et un peu même le début 2021. Dans mon hôpital, en France à ce moment-là, la nourriture était horrible dans mon hôpital. En fait, sous prétexte qu'il y avait le Covid, du coup maintenant on donnait des sachets en plastique avec à l'intérieur un sandwich dégoûtant. T'étais obligé de le... Enfin, t'avais que ça. Et vu que du coup, t'as pas les revenus parce que t'es sous-payé par rapport à la valeur que t'apportes pour vraiment investir dans ta santé et donc bien manger, bah en fait, c'est un cercle hyper vicieux où tu perds tes piliers fondamentaux de ta santé et tu ne peux plus que te dévouer corps et âme dans cette roue, dans cette rat race. Et même si tu es au sommet de la pyramide de la rat race, bah tu restes le rat. Et donc ces sandwichs et tout, mais c'était dégoûtant. Et je me sentais super mal aussi à cause de ça. Et donc, pas de lumière naturelle, trop de lumière artificielle, pas le temps de lire des livres, pas le temps de faire vraiment du sport, pas véritablement d'amour, isolement et perte de sens. Et puis voilà. Et dans la perte de sens, dans la perte du principe directeur, c'est surtout ça, et c'est le dernier point sur lequel je veux venir, c'est l'impact sur les gens. Alors oui, les médecins ont un impact positif sur les gens, c'est sûr. Mais quand tu es dans un système qui s'effondre, tu peux pas avoir... En fait, tu souffres plus de ce système. Et donc quand tu es dans un système qui ne marche pas, tu as beau te dévouer corps et âme, l'impact positif que tu auras, parce que les médecins ont un impact positif même dans un système qui ne marche pas, les soignants ont un impact positif sur les gens, sur l'humanité, même dans un système qui ne marche pas, cet impact-là est beaucoup plus faible, et donc c'est le coût d'opportunité. Et beaucoup plus faible, à mon avis, pour ma propre carrière, il était beaucoup plus faible dans ce système-là, dans cette direction-là, dans cette carrière-là, que en ayant une chaîne YouTube, en partageant mes expériences de vie, en partageant les choses que vous pouvez voir dans mes vidéos, en partageant les connaissances que j'acquiers, en partageant les découvertes que je fais, en partageant les conversations que je peux avoir avec les gens, en partageant mes idées, en partageant mes produits. L'impact positif n'est pas du tout le même dans les deux cas. Et aussi la relation que je peux avoir avec les gens n'est pas du tout la même que j'ai dans les deux cas. Et toujours dans cette notion de sens, en médecine, inévitablement, et dans le soin, inévitablement, il y a un moment, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a un moment, tu fais pas forcément le burn-out, mais il y a un moment où tu en as marre de réparer les pots cassés. Sauf si tu es devenu un robot. Mais j'en ai discuté, par exemple, là, c'était déjà il y a plus d'1 an, quand je suis revenu voir un collègue, ce collègue qui m'avait dit « Toi, tu n'as aucune peur », on s'est revus et il m'a dit qu'en gros, il en pouvait plus de coller... Il est né en... Bon, il a plus de 60 ans. Il n'est pas à la retraite encore. Et il m'a dit « J'en peux plus de coller des cancers aux gens ». Et mais moi, je sentais ça aussi. Personnellement, au bout d'un moment, au bout de déjà 2 ans, je ressentais ça de... Purée, c'est triste.
C'est triste de réparer les pots cassés, alors que tu peux essayer d'avoir moins de pots cassés, tout simplement. Tu peux essayer d'être de l'autre côté, sans que je dise que je fasse les choses parfaitement, sans que je dise que je suis le plus utile de la Terre, mais tu peux avoir un impact positif sur les gens, éviter les retracer, les remettre sur le droit chemin, sur leur droit chemin, sur leur chemin. Et je ne pensais pas qu'avec, parce que finalement quand même, pour le moment, on n'est pas beaucoup sur ma chaîne, on n'est pas beaucoup sur mon Instagram, mais je reçois des messages, je reçois des DM, je reçois des emails qui me rappellent à chaque fois que j'ai fait le bon choix. Que je suis passé, non pas du bon côté, qui est un mauvais et un bon côté, mais je suis passé du côté qui est le plus en accord avec la personne que je veux être, pour moi et pour les autres. C'est une question d'identité. La carrière, c'est un gros pourcentage de votre et de mon identité. C'est pas le seul point. Mais globalement, quelles sont les premières questions? Vous allez à un date. Quelles sont les premières choses auxquelles ça tourne? Moi, justement, j'essaye de ne pas tourner autour de ça. J'essaie de tourner autour des passions plutôt que de la carrière. Par exemple, une fille qui va me dire « Tu fais quoi dans la vie ?» Limite avant de connaître mon prénom, ça passe pas trop. C'est plus une question d'identité, c'est qui tu es. Et qui tu es, c'est une question de valeur, c'est une question d'objectif. Et c'est pas une question d'étiquette, d'études et de reconnaissance sociale dans le domaine dans lequel tu es. Donc, je sais que c'est très difficile de changer de carrière, mais j'espère avoir apporté quelques solutions concrètes. D'accord ? Ça part évidemment de la tête. C'est savoir mesurer. C'est les premières étapes pour arrêter d'être alcoolique, c'est reconnaître le fait qu'on est alcoolique et reconnaître le fait que presque on n'a pas actuellement les ressources intérieures pour être aidé. Donc c'est identifier le problème, identifier même la solution, avoir la santé de fer pour mettre l'énergie parce que tout nécessitera de l'énergie. Et cette énergie, soit on y va comme un kamikaze, soit on n'y va pas comme un kamikaze. Si on n'y va pas comme un kamikaze, ce que je vous recommande dans cette vidéo, on y va quand même. On ne va pas être paralysé par la suranalyse, on y va quand même, on ne va pas procrastiner, on y va. On se dit, ok, c'est ça mon domaine d'expertise, c'est ça que je veux construire, c'est ça que je veux faire, et j'y vais, le samedi, le dimanche, les jours fériés, les jours où je peux le faire. Chaque heure, chaque minute, elle compte. C'est des points de vie. Optimiser son sommeil, capital pour avoir de l'énergie, la présence mentale, la clairvoyance. Et voilà. Et ensuite on y va, et on continue, et on répète. Et ça va marcher. Dites-moi en commentaire ou alors par email pour les personnes qui ont mon email si vous souhaitez changer de carrière. Et il faut que ce soit quelque chose de concret. Si vous souhaitez changer de carrière, quelle est la prochaine étape que vous allez introduire concrètement pour changer de carrière, même doucement, même si vous allez faire cette transition de façon douce, quelle est la prochaine étape? Et cette prochaine étape, je veux pas que ce soit, il faut qu'un tel soit d'accord. Non, cette prochaine étape, c'est, eh bien, maintenant, à partir de maintenant, tous les samedis, je vais travailler sur, et il faut être spécifique. Tous les samedis, je vais aller prendre des photos et les partager, parce que je veux être photographe indépendant. Je sais pas, ça peut être dans la cuisine, ça peut être, comme je vous ai dit, dans les ongles, ça peut être dans accompagner les gens accompagner les gens pour le divorce, accompagner les gens pour rencontrer des gens, accompagner les gens pour mieux draguer dans la rue, accompagner les gens pour gagner plus d'argent, accompagner les gens pour créer une chaîne YouTube, accompagner les gens pour lire plus de livres, accompagner les gens pour mieux nager, accompagner les gens pour
lancer son restaurant, accompagner les gens pour créer un salon de coiffure, créer son propre salon de coiffure. Ça peut être tellement de choses. Ça peut être, je sais pas, avoir une écurie. Votre passion, c'est quoi? Et quelle est l'étape qui va faire que vous allez vous lancer dedans? Let's go!